Aujourd'hui, je vais vous parler, ou ma présentation sera conceptuelle. On commence de manière très conceptualisée ce matin. Le thème de la présentation est une approche systémique de l'immatérialité. Elle emprunte énormément à Niklas Luhmann, que je vais vous présenter pour ceux qui connaissent peu cet auteur. Et elle fait converger la pensée de Niklas Luhmann avec celle de Richard Mateschitz, qui est un chercheur en comptabilité que je vous présenterai également. Alors, donc, nous allons parler dans un premier temps de Luhmann. Je vais vous exposer sa vision des systèmes sociaux. Niklas Luhmann a passé sa vie à étudier les systèmes sociaux. Il a assez peu parlé de comptabilité dans un seul article, en dépit d'une littérature extrêmement dense, d'où l'intérêt de le croiser dans un second temps avec un autre penseur qui, lui, est spécialiste de la comptabilité, Richard Mateschitz. Et nous verrons ensemble quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ce croisement fructueux de ces deux auteurs en termes de définition de l'immatériel et aussi en termes de définition du cycle social de l'immatériel. Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre ? Comme cette présentation est très conceptuelle, j'ai essayé de descendre de temps en temps un petit peu sur Terre en retrouvant des exemples. Alors on parlera un petit peu de brevets, de marques, un petit peu de goodwill, et on empruntera des exemples aussi à Mateschitz. Je n'ai pas tiré de leçons explicites pour Kerr de cette présentation. Il y en a pas mal des implicites. Et je vous laisse tous, dans le dialogue qui va suivre, bâtir et peut-être identifier des relations que je n'aurais pas suffisamment mises en évidence. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter nos deux auteurs. Le premier est Niklas Luhmann. C'est un sociologue allemand. Lorsqu'il a été recruté à l'université de Bielefeld, on lui a demandé quel était son programme de recherche. Il a répondu d'écrire les systèmes sociaux. Puis on lui a demandé combien de temps ce programme allait prendre. Il a répondu toute sa vie, toute une carrière. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a consacré sa vie, il a consacré sa carrière à une seule œuvre, une description qui est en fait une phénoménologie de plus en plus détaillée des systèmes sociaux. Alors, Niklas Luhmann est né en 1927 en Allemagne. Le Wikipédia français le décrit parfois comme un soldat nazi, ce qui n'est pas le cas. Il avait été enrôlé dans les jeunesses nazies de force, mais il est né en 27, donc en 1933, il avait 6 ans, si vous faites le compte, même pas, puisqu'il est né fin 1927. Et ce qu'il a vécu est finalement ce qu'il va chercher à comprendre, à décrire. D'où, à mon avis, cette passion pour cette phénoménologie, cette passion pour les mécanismes sociétaux. Quelques œuvres fondamentales, en tout cas qui ont beaucoup inspiré la présentation de ce matin et que je peux recommander, en tout cas si vous souhaitez faire des liens avec cette présentation. La première a été publiée dans les années 60, c'est Vertrauen, qui est traduit en français en 2006 par La Confiance. C'est un ouvrage du début du travail de Luhmann. Il faut savoir que le travail de Luhmann est chronologique et donc va se détailler, va s'affiner avec le temps. Il est donc toujours très important quand on lit Luhmann de situer la production dans l'ensemble de sa production, parce que plus on avance vers la fin des années 90, plus le travail est abouti et finement ciselé. La Confiance, c'est un travail du début de la carrière de Luhmann, et c'est le seul travail dans lequel il va véritablement essayer de comprendre l'être humain. Et on va voir qu'ensuite, il va véritablement s'intéresser aux mécanismes sociaux, sociétaux, et moins aux êtres humains.
Mon opinion, c'est parce qu'il était moins outillé pour le faire. Luhmann emprunte énormément à la biologie, à la cybernétique. Il observe d'autres mécanismes pour construire des analogies. Et à l'époque où Luhmann s'intéresse à ces questions, finalement, la neuropsychologie n'est pas développée. Il va donc manquer de clés pour comprendre le mécanisme humain comme il arrive à saisir le mécanisme sociétal. Un autre ouvrage qui peut être intéressant pour compléter la présentation de ce matin, je ne sais pas s'il défile. Je crois que je suis bloquée. Ah, il faut que je l'oriente par là. Voilà, ça y est. Oups, du coup, je suis trop vite. Un autre ouvrage qui peut être intéressant pour compléter la présentation de ce matin, c'est La communication écologique, où Luhmann, dans les années 86, en observateur allemand du développement du mouvement des Verts, va examiner comment se comportent ces mouvements qu'il qualifie de protestataires et les situer dans la société. De là, il tirera l'enseignement qu'un mouvement protestataire seul conserve une position d'observateur du système social et finalement est assez démuni pour modifier son action. Donc les leçons en ont été tirées. Les suiveurs de Luhmann vont, dans cette lignée, plaider pour une programmation politique des enjeux écologiques, une saisie par le système politique que nous allons découvrir de ces enjeux. Le travail abouti de Luhmann, on le trouve dans Die Gesellschaft der Gesellschaft, Theory of Society en anglais. Il y a une traduction en français qui est en cours. J'ai oublié de vérifier avant de venir. Je crois qu'elle n'est pas encore publiée, mais elle a déjà été annoncée il y a déjà pas mal de temps. C'est un ouvrage en 2 volumes qui condense véritablement toute sa pensée. Donc 3 décennies, un peu plus de 3 décennies de pensée phénoménologique. Dans un second temps, nous parlerons de Richard Matteussich. Alors lui aussi, c'est un auteur germanophone. Il est autrichien d'origine. J'ai oublié de dire que Niklas Luhmann avait fait un séjour aux États-Unis. Après avoir fait des études juridiques, il va suivre des cours de sociologie à Harvard. C'est là qu'il rencontre Parsons, dont son travail initialement s'inspire. Et Parsons sera d'ailleurs le directeur de sa thèse. Mais ensuite, ils se diviseront justement sur la place de l'humain dans la société. Matteussich suit un petit peu le même parcours. Il quitte l'Autriche pour se rendre outre-Atlantique, mais il y restera. Il va passer le reste de sa carrière au Canada. Matteussich a un profil un peu dual, et on comprendra pourquoi tout à l'heure. Il se situe à mi-chemin de grandes écoles de la comptabilité, et il va conceptualiser cela lui-même. D'un côté, il s'intéresse énormément à la contribution des tableurs, des modèles de simulation, des modèles de décision en comptabilité et pour la gestion d'entreprise en général. Son premier ouvrage portera sur ce sujet et participera à sa popularité. Plus tard, ces dernières années, notamment dans les années 2000, il va beaucoup se concentrer sur des états des lieux de la recherche en comptabilité au niveau international, avec un ouvrage très riche qui nous permet de faire un petit peu le tour du monde des visions comptables. Plus récemment, c'est son dernier ouvrage, Matteussich nous a quittés il y a 2 ans. Il a travaillé sur les questions épistémologiques et ontologiques des objets comptables. Et c'est de cet ouvrage en particulier que sont extraites les idées qui vont rencontrer Luhmann ce matin. Alors venons-en à Luhmann. Luhmann est souvent décrit comme un sociologue fonctionnaliste qui décrit une société plutôt libérale. Remettons dans le contexte, Luhmann décrit une société des années 80-90, c'est à ce moment-là qu'il est le plus populaire, donc une société en cours de libéralisation.
Mais en réalité, la démarche de Luhmann, c'est une phénoménologie, c'est une approche qualitative, constructiviste, qui vise à décrire ce que voit Luhmann. Alors, un petit rappel de ce qu'est la phénoménologie. Pour décrire la phénoménologie ou la méthode phénoménologique, je m'appuie sur Merleau-Ponty, qui est un de nos phénoménologues français. Eh bien, la phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes tels qu'on les observe. Il s'agit, pour étudier ces phénomènes, alors j'arrive pas à lire dans quel ordre j'avais prévu de montrer mes idées ici, mais la méthode est celle de l'immersion dans le milieu qui est observé. Pour réaliser une phénoménologie, il est recommandé de se défaire de tout concept, de toute théorie, de toute idée préalable, de manière à rester au plus près de l'événement. Pourquoi ? Parce que ce que recherche un phénoménologue, c'est la description de la plus petite unité irréductible de cet événement. Et cet événement, il s'agit en même temps de le resituer dans son contexte. On n'observe pas, comme on le fait parfois en théorie de l'organisation, un événement à huis clos. On observe un événement que l'on remet dans un contexte socio, politico, culturel, économique particulier. Les limites de la phénoménologie, eh bien, reposent sur le fait que la description qui résulte de cette approche méthodologique eh bien, dépend amplement de la personne qui l'a produit. Et donc, on voit ce que nous sommes, en quelque sorte. Comme toute recherche qualitative, elle est peu généralisable ou extensible à un milieu local, mais il y a peu d'universalisme dans les conclusions d'une phénoménologie. On pourrait tirer d'autres préalables avant cette présentation liés aux immatériels et aux invisibles. On peut par exemple se référer à Merleau-Ponty encore une fois au sujet des invisibles, dans le visible et l'invisible. Il nous rappelle que lorsqu'on veut, comme lorsque l'on souhaite décrire l'immatériel, eh bien, décrire des invisibles, il s'agit de ne pas utiliser les mêmes outils, les mêmes références que celles employées lorsque l'on veut décrire les visibles. Ceux qui font un peu de consolidation et qui sont dans cette salle sauront par exemple que le goodwill, qui est un invisible, se déduit des autres visibles. Donc, eh bien, on commet une entorse à cette règle, par exemple. Le cheminement qui est suivi par Merleau-Ponty ou par Luhmann est celui qui est emprunté à Husserl. C'est bon, merci. Le cheminement qui est employé par Luhmann ou par Merleau-Ponty vient d'un maître à penser qui est Husserl et qui nous dit qu'il faut s'intéresser aux choses mêmes, comme vous le voyez affiché ici. Eh bien, je vous propose maintenant de partir en voyage avec Luhmann et de découvrir un petit peu la pensée luhmannienne. Pour la partie qui va suivre, je suis obligée de signaler qu'elle n'est absolument pas dans la lignée de la pensée luhmannienne. C'est-à-dire que Luhmann, en dépit de ces milliers de pages produites, je crois qu'on est incapable de compter véritablement sa production tellement elle est incommensurable. Luhmann refusait toute représentation visuelle ou graphique de ces concepts. Je fais une entorse phénoménale et je m'en excuse donc auprès de Luhmann. Je vais utiliser des visuels parce que voilà, je vois les choses par moi-même et donc moi j'ai besoin de m'appuyer sur ce type d'outils. Oh, je suis encore coincée. Non, j'arrive pas à faire passer.
suivant. Ah si, ça y est, ça vient, c'est bon. C'est un petit peu lent. Alors, Luhmann décrit avant tout un environnement général. Son environnement, pas immédiatement dans ses premiers écrits, mais assez rapidement, il va le distinguer. C'est-à-dire que cet environnement va être dual. Il est composé d'une part d'un environnement humain et de l'autre part d'un environnement naturel. De cet environnement se différencient, selon Luhmann, 3 grands systèmes. Le premier système est le système du vivant, qui va mener sa barque. Le second système est le système psychique, je vous décris rapidement. Et le troisième est le système social. Conformément à ce que dit Wiener, donc un des pères de la cybernétique, et qui va beaucoup inspirer Luhmann, le système social n'existe que parce que les humains ont besoin de communiquer. C'est donc la communication qui est à la source de l'existence de ce système social. Ces systèmes se reproduisent par autopoïèse, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent en restant clos sur eux-mêmes. Ils se reproduisent en suivant des événements. Donc le système du vivant, que l'on a découvert tout à l'heure, caractérise, ça ne veut pas venir, mais ça va venir, par des événements qui sont des événements de suspension de la mort. En clair, tant que je ne suis pas morte, je suis un être vivant. Le système psychique, vous allez voir survenir à un moment ou à un autre, lui se reproduit par des événements de pensée. En clair, tant que je suis un être qui pense, je suis un être de conscience. Le système social, en revanche, va se reproduire par des éléments de communication. C'est-à-dire que tant que je communique avec vous, je suis un être social. Voilà quels sont les 3 grands systèmes de Luhmann, qui sont chacun différenciés. Luhmann utilise le terme de paire-différenciation que j'expliquerai tout à l'heure. Et ces systèmes existent parce qu'ils ont chacun une fonction différente. Luhmann s'intéresse assez peu, il n'y parvient pas, même dans Confiance, qui est un ouvrage magnifique, il ne parvient pas à saisir l'humanité, et il va se concentrer sur la description des systèmes sociaux. Et ce système social reproduit un petit peu le schéma de ces 3 grands systèmes, c'est-à-dire qu'il va lui aussi se différencier en sous-systèmes. Chaque fois qu'une nouvelle fonction sera nécessaire à la vie sociale, elle se développera à l'intérieur de ce système social. On va retrouver le système scientifique, le système politique qui vont tour à tour se différencier, le système juridique, le système économique, le système académique. Je ne suis pas exhaustive ici, il y en a beaucoup plus. Il y a le système religieux, il y a le système culturel, il y a le système artistique, etc. Ces systèmes sont eux aussi clos sur eux-mêmes. Je reviendrai tout à l'heure sur leur mode de communication. Ils ne communiquent pas entre eux. Ils ne savent pas communiquer entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent chacun de leur propre mode de communication. Et leur mode de communication dépend d'un programme qui leur est propre, le programme théorie pour le programme théorique pour le système scientifique, par exemple. Chaque communication, chaque mode communicationnel dans ces sous-systèmes dépend aussi d'un code. Pour la théorie, c'est vrai ou faux, je l'infirme ou je la confirme. Dans le système économique, le programme porte sur la définition des prix et la décision d'effectuer une transaction ou non, par exemple. Les sous-systèmes, selon Luhmann, n'apparaissent que lorsque ils peuvent se doter d'un média. C'est-à-dire qu'un code et un programme ne suffit pas à leur existence. Il faut pour cela qu'il existe un média qui soit suffisamment présent dans la société pour justifier la différenciation du système. C'est très facile à comprendre si on regarde le système économique. C'est-à-dire que quand va apparaître l'argent, dans les années moins 600, il y a un peu plus de 2 millénaires, eh bien, le système économique va pouvoir prendre sa place. Chaque sous-système dispose donc de sa propre communication, et la communication qui porte sur l'argent, sur les événements monétaires,
va donc alimenter le système économique. Ce qui fait de lui, depuis les années 90, et Luhmann l'avait déjà constaté, un sous-système hégémonique à l'intérieur du système social. Pourquoi ? Parce qu'en volume de communication, il prend beaucoup plus de place que les autres sous-systèmes. Ces sous-systèmes, je l'ai dit tout à l'heure, sont clos sur eux-mêmes et ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais il existe des formes de couplage un peu plus douces, la résonance par exemple, où on peut aussi les coupler de manière très formelle, par exemple de manière administrative. Une taxe d'apprentissage, c'est un couplage entre un système économique, un système éducatif et un pouvoir politique, par exemple. Donc ces couplages formels sont la deuxième forme de relation entre ces systèmes. Il en existe un troisième, c'est celui de l'organisation. L'organisation, à l'intérieur du système social, se comporte un petit peu comme un sous-système, mais n'est pas un sous-système. Elle ne dispose pas de son propre mode de communication, mais la communication, l'organisation permet de faire circuler l'information au travers des systèmes. C'est le seul outil de couplage de plusieurs systèmes simultanément. Donc elle revêt une place un petit peu spéciale et on verra ce qu'on peut en tirer comme analyse au sujet des immatériels tout à l'heure. Enfin, je ne l'ai pas cité, mais vous l'avez vu affiché tout à l'heure, Luhmann a consacré un de ses ouvrages à la sociologie du risque. C'est un ouvrage qui est passionnant, mais sans doute le plus difficile à lire, peut-être mal traduit en anglais aussi, je l'ai lu en anglais. L'intérêt de cet ouvrage, il y en a plusieurs, mais il y a un intérêt que je trouve particulier, c'est son approche des incertitudes. Luhmann va, contrairement à Knight, dont la pensée prévaut déjà, différencier deux types d'incertitudes. La première incertitude est le danger, qui vient de l'environnement d'un système ou d'un sous-système. Tout ce qui n'est pas système est son environnement. Par exemple, le système politique fait partie de l'environnement du système économique. Les sous-systèmes et les systèmes se différencient de tout le reste des sous-systèmes et systèmes qui existent chez Luhmann. Donc le danger, c'est ce qui provient de l'extérieur. En revanche, le risque, ce sont les incertitudes qui sont générées par les décisions prises dans le système social. Pour faire simple, employons un exemple que nous vivons aujourd'hui. Le danger, c'est le virus. Le danger, c'est le virus. Il vient de l'extérieur. Le risque, ce sont les effets secondaires des vaccins que l'on peut découvrir et mettre en œuvre. Donc, il y a un arbitrage entre danger et risque. Dans la pensée luhmannienne, toute la raison d'être du système social, et ça c'est très important, vise avant tout à réduire les incertitudes. La seule raison d'être de la société pour Luhmann, c'est cette réduction de l'incertain. Alors, quelques leçons pour commencer à bâtir des ponts avec notre groupe ici ce matin. Un premier point, l'humain qui fait donc partie de l'environnement extérieur aux systèmes sociaux, mais pour prendre des décisions, va se projeter dans les systèmes sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que les décisions vont pouvoir mener vers des actions, et ces actions vont mener vers un nouveau chemin, vont mener l'ensemble du système social. C'est-à-dire que le système social est la résultante de l'ensemble des décisions non concertées qui sont projetées dans ce système social. On peut voir, je ne sais pas si je peux... Non, alors si je m'avance sur ce treillage du point de départ ici, je vais pouvoir me diriger vers le haut ou vers le bas. Et ce que Luhmann reconnaît d'emblée, c'est qu'il existe une multitude de systèmes possibles. C'est ce qui justifie
qu'il va placer l'humain en dehors du système social, puisqu'on peut concevoir une multitude de systèmes sociaux différents en fonction des combinaisons des décisions que l'on va prendre. Et donc une décision va nous amener d'un état du système social vers un nouvel état du système social, dans une logique chronologique. Et ce qui est intéressant chez Luhmann, c'est que la progression dans cette échelle, sur cette échelle du temps, induit une irréversibilité. On est dans une affaire d'entropie ici, c'est-à-dire que plus jamais nous ne retrouverons les conditions que nous abandonnons derrière nous. L'état 1, quand je suis passé à l'état 2, ne pourra plus se produire. J'avance sur de nouvelles formes de mon système. Ces décisions, elles sont prises, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir de codes qui sont propres à chacun des systèmes. Et donc, lorsque les êtres humains se projettent dans ces systèmes, ils vont utiliser ces codes et des critères différents. Cette vision de la décision chez Luhmann me paraît très intéressante, puisqu'on est très loin d'une rationalité unique. Au contraire, elle consacre la multitude des rationalités de la décision. Je suis citoyen quand je prends une décision projetée dans le système du pouvoir, par exemple. Je suis consommateur quand je prends une décision dans le système économique. Ces décisions ne sont pas forcément cohérentes entre elles. Il me revient à moi, l'être humain, de les faire cohérer. Enfin, emprunté au tout premier ouvrage de Luhmann, Vertrauen, l'idée de la confiance chez Luhmann est duale. La confiance, elle s'établit à l'origine. La société fonctionnalisée pour Luhmann, c'est un troisième stade sociétal. Il y a d'abord un stade tribal, puis un stade hiérarchique, et enfin, lorsque les êtres humains vont découvrir qu'ils sont égaux, ces sociétés hiérarchiques ne seront plus concevables, selon lui, et d'où la nécessité de construire ensemble des systèmes sociaux. Les relations de confiance interindividuelle qui sont à la base de certaines sociétés sont présentes dans le système social, mais selon Luhmann ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'un système soit suffisamment stable, parce que la confiance est réductrice d'incertitude, il faut à la fois une confiance interindividuelle et une confiance des individus dans le système. Et tout cela dans un équilibre qui soit favorable. Un trop-plein de relations contractuelles au détriment du système n'est pas favorable. Un trop-plein de confiance dans le système sans relation interindividuelle ne suffirait pas non plus selon Luhmann. Petite pause, nous passons maintenant à la manière dont on peut croiser la pensée de Matteussich avec cet exposé très conceptuel de la pensée luhmannienne, qui n'est une phénoménologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas plus d'ambition que de décrire. Donc Luhmann ne prescrit pas, ne prévoit rien, ne recommande aucune solution. Matteussich, alors situons-le d'abord pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément comptables. On a l'habitude en comptabilité de diviser les écoles de pensée en deux grandes écoles, le positivisme d'un côté, le constructivisme ou l'interprétativisme de l'autre. Plus récemment, les auteurs notamment anglo-saxons ont une tendance à évoquer un pragmatisme qui, à mon sens, est plutôt méthodologique, qui se situerait un petit peu à mi-chemin entre ces deux écoles. D'autres auteurs, alors j'ai vu que Bernard Collas était là, donc je le cite, d'autres auteurs vont plutôt identifier trois formes de recherche comptable, une recherche comptable fondamentale, une appliquée et une plus normative. Il n'y a donc pas vraiment de consensus sur la manière dont on décrit les écoles de pensée en comptabilité, ce qui a laissé à Matteussich un petit peu de place pour conceptualiser sa propre version des écoles de pensée en comptabilité. Il oppose, ou plutôt il identifie d'une part la théorie comptable positive et d'autre part une approche plus critique et interprétative. Et il propose qu'au milieu
se situe une autre approche qu'il appelle lui-même une méthodologie comptable, normative et conditionnelle. Elle ne se situe pas au centre des deux autres, elle est vraiment à l'intersection. C'est-à-dire que, sans surprise par rapport au portrait que j'ai réalisé tout à l'heure, il y a dans la pensée de Mateschitz à la fois des apports très analytiques qui pourraient s'apparenter à la théorie positive, et à la fois une réflexion philosophique, ontologique, épistémologique que nous empruntons ce matin. Mes transparences seront disponibles. Je vous avais préparé des définitions un petit peu plus détaillées de ces différentes écoles. Vous pourrez les consulter avec les principaux auteurs. Revenons au système luhmannien. Tout à l'heure, nous avons parlé du système vivant, du système psychique et du système social et de l'environnement. Eh bien, lorsque l'on cherche à identifier une ontologie des objets, on pourrait émettre l'hypothèse que de chacun de ces systèmes et de l'environnement, ou plutôt que chacun de ces systèmes et même l'environnement, produisent leur propre réalité. Ce qui fait qu'on aurait une réalité plutôt matérielle issue de l'environnement, une réalité biologique issue du système vivant, une réalité psychique issue du système psychique, qu'on appelle aussi parfois système de conscience, et une réalité sociale issue du système social. Eh bien, ces quatre réalités, sans que, à mon avis, parce que je n'en ai trouvé aucune trace, Mateschitz ni Luhmann, Mateschitz les a identifiées comme quatre formes de réalités différentes auxquelles on pourrait se référer dans toute analyse d'un objet. Vous voyez le parallèle qui s'établit de manière assez simple. Dans cette théorie de l'oignon, puisqu'il y a quatre couches de réalité comme les couches que l'on va trouver sur un oignon, Mateschitz nous invite donc à considérer la réalité d'un objet selon ces quatre différentes approches et à les hiérarchiser également. Alors, ce que nous pouvons proposer au regard de la théorie de Luhmann, c'est de pousser un petit peu plus loin cette analyse de Mateschitz. C'est-à-dire que nous avons vu qu'à l'intérieur du système social, il existe des sous-systèmes. Eh bien, nous pourrions avancer que chacun de ces sous-systèmes projette lui aussi sa propre réalité. Il y aurait donc une réalité économique issue du système économique, une réalité politique issue du système politique, une réalité légale issue du système juridique, une réalité scientifique, une réalité académique, une réalité religieuse, une réalité artistique. Cette analyse, elle rencontre quelques faits qui vont se vérifier, puisque si l'on regarde ce qui se passe au niveau des normes internationales, il y a une règle qui est dictée par les IFRS, qui s'appelle, qui a été abandonnée dans le PCG français, Substance over Form. Substance over Form, ça veut dire que la substance économique prévaut sur la substance légale. On a bien ici la reconnaissance de deux réalités, la réalité économique et la réalité légale. Et on a bien, dans le choix réalisé par les normes internationales, une hiérarchie qui va placer la réalité économique avant la réalité juridique. Une autre proposition de Mateschitz qui va intéresser directement la question de l'immatérialité, donc ça y est, on y est, et celle du cycle social. Selon Mateschitz, un immatériel se définit, ou en tout cas, les immatériels observés par Mateschitz ont en commun une forme de cycle social, c'est-à-dire qu'ils passent tous par un triptyque qui leur serait commun. Ils seraient tous issus du matériel, c'est-à-dire du monde humain ou du monde naturel, avant d'être projetés sous forme d'idées. C'est là qu'ils acquièrent le statut d'immatériel dans le système social.
Et ce système social, d'une façon ou d'une autre, parviendrait à les concrétiser ou à les actualiser. Il y a donc un triptyque, matériel, immatériel, matériel, donc, avec une concrétisation ou une phase d'actualisation. Je vais employer 2 exemples de Matesiche pour illustrer ce cycle social. Matesiche parle par exemple des institutions qui vont trouver leur origine dans des relations interindividuelles, donc dans le monde matériel. Elles vont être projetées sous forme d'institutions dans l'univers, dans le système social. C'est là qu'elles vont acquérir une réalité sociale, une réalité politique, une réalité légale aussi, qui leur permettra par exemple d'acquérir un immeuble dans lequel cette institution s'installera, et on sera dans la phase de concrétisation, d'autant que dans cet immeuble circuleront des individus de chair et d'os. Et on retrouve, donc pour terminer, pour achever ce cycle social, une contribution de la réalité matérielle. Un autre exemple beaucoup plus comptable mobilisé par Matesiche est celui du bénéfice comptable. Le bénéfice comptable, lui, trouve son origine dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Il est ensuite projeté dans une réalité matérielle. Il est ensuite projeté dans le système social sous une forme abstraite, puisque le bénéfice comptable n'est pas observable. En revanche, à ce moment-là, il va acquérir une réalité sociale et une réalité organisationnelle, notamment à la clôture des comptes, une réalité légale aussi, puisqu'il sera audité, validé, adopté, justement. Ensuite, on décidera de le distribuer ou non. Et cette distribution de dividendes, elle est matérielle. Donc, c'est la distribution de dividendes issus du bénéfice comptable qui va lui rendre sa réalité matérielle. Alors, ce cycle social, on peut le tester sur plein d'autres immatériels. C'est une proposition que je peux faire. Par exemple, le brevet qui trouve son origine dans la recherche, dans les idées, donc entre une réalité matérielle et une réalité psychique, qui devient une idée, une invention dans le cycle social, une invention qui peut contribuer au système social et qui, lorsqu'il va être protégé, lorsqu'on va acquérir des droits associés à ce brevet, va retrouver une forme beaucoup plus concrète, va être actualisée. Alors, ce brevet en comptabilité, c'est intéressant parce que s'il est généré en interne, c'est-à-dire s'il a une réalité sociale, une réalité organisationnelle et une réalité légale, cela ne suffit pas. Alors qu'il a une véritable réalité matérielle, cela ne suffit pas à lui conférer une réalité comptable. En revanche, même s'il doit générer des flux futurs, il n'a pas de réalité comptable. En revanche, s'il est échangé sur un marché, s'il est lui-même, ce brevet, objet d'une transaction, eh bien là, on a un alignement entre la réalité matérielle devenue du brevet et la réalité comptable. Donc, ce cycle social de Matesiche nous permet d'examiner ici le paradoxe de la comptabilisation de certains immatériels du point de vue des IFRS. Pour illustrer des différences de résultats que l'on pourrait obtenir via l'analyse de ce cycle social, on peut aussi s'intéresser à la réputation, une réputation organisationnelle ici, qui pourrait trouver son origine dans la qualité de l'offre ou la qualité de l'environnement de travail. Il y a différentes façons pour une entreprise de travailler sa bonne image. Cette réalité serait retranscrite dans le système social et bien sous une forme de satisfaction client ou de satisfaction employé. Et on voit qu'il n'y a pas de concrétisation réelle via le système social de cette réalité. La réalité réputationnelle, organisationnelle,
elle est circonscrite dans le système social à l'organisation et non pas aux autres sous-systèmes. Cette analyse nous permet donc de distinguer les origines, les modes de transfert vers le système social, donc les modes d'abstraction des différents immatériels et aussi les modes d'actualisation ou non de ces immatériels. Là que Kerr trouve sa place, évidemment, dans ce cycle social. Enfin, on pourrait également analyser le goodwill de la même façon que l'on vient d'analyser la réputation. Donc là, je me suis limitée au goodwill acquis et on va retrouver le même principe que pour le brevet acquis lorsque le goodwill acquis est reconnu comptablement. Il y a bien convergence ici entre une reconnaissance de la réalité matérielle et une réalité comptable. Alors pour aller plus loin, comment utiliser, donc là nous venons de croiser des théories, nous venons de faire se rencontrer des concepts, comment les opérationnaliser un petit peu plus loin, comment progresser pour comprendre l'immatérialité et qualifier l'immatérialité. Quelques propositions ici qui sont des propositions absolument pas abouties pour le moment et donc complètement sujet à débat et que je vous lance ce matin. On pourrait, pour aller plus loin, examiner non plus seulement la fonctionnalité ou les mécanismes des systèmes sociaux, mais également les relations entre ces systèmes sociaux. On vient de voir que certains immatériels, comme la réputation, pouvaient trouver leur origine ou leur actualisation dans des relations plutôt que dans des systèmes. On pourrait aussi examiner de manière plus détaillée les obligations liées aux immatériels. Donc ça veut dire les respects des droits, les responsabilités qui leur sont associées, les risques qu'il convient de supporter et qui sont liés à ces immatériels, ou les avantages, les rentabilités, les retours sur investissement, pour rester dans un univers comptable très financier. Ce faisant, on serait tout à fait cohérent avec les préceptes des penseurs de la phénoménologie, que sont Husserl, Hobbes et Merleau-Ponty. Je vais aller un petit peu vite ici. Alors, comment procéder ? Eh bien, nous avons identifié tout à l'heure différentes formes de réalité issues des systèmes et des sous-systèmes. À chaque forme de réalité, on pourrait associer des respects, enfin des droits à respecter ou des responsabilités. Par exemple, la réalité biologique nous oblige à respecter les droits humains, c'est la moindre des choses. En tout cas, ici, on arrive à formaliser, à associer des responsabilités, des droits, par exemple, en propriété intellectuelle, à ces différents niveaux de réalité. On ne les a pas hiérarchisés, mais on va un petit peu plus loin dans la déconstruction de ce que signifient finalement ces réalités. Elles possèdent chacune leur propre exigence de responsabilité et de respect. De la même façon, on pourrait analyser ces niveaux de réalité par le prisme des risques. Quels sont les risques associés à chacune de ces réalités ? On aurait un risque social, on aurait un risque mental par exemple, on aurait un risque, des risques humains, des risques environnementaux liés à la réalité matérielle. On pourrait y retrouver des risques légaux, des risques de contrefaçon, puisque j'ai parlé de propriété intellectuelle tout à l'heure. En déconstruisant encore une fois ces réalités, on arriverait à y affecter des risques spécifiques qui nous permettent d'associer ces différents risques, ces différentes responsabilités aux immatériels que nous examinons. Et enfin, à ces différentes réalités pourraient être associées aussi des rentabilités ou des outputs positifs, le bien-être social, le bien-être mental, la vie en bonne santé sont des outputs positifs de chacune de ces formes de réalité
Mateschitz nous invite donc à hiérarchiser, mais que je n'ai pas tenté de hiérarchiser ici. Alors, en procédant par cette déconstruction, ici j'ai par exemple 5 points d'analyse: les risques, la rentabilité, la responsabilité, le respect des relations avec les autres. C'était très important pour Luhmann, je n'ai pas insisté dessus, mais dans la théorie des systèmes, notamment dans Problèmes écologiques, il insiste véritablement sur l'écologie comme étant un respect des relations et les droits associés. Mais on peut dessiner des polyèdres, j'ai appelé ça les polyèdres pour le moment, qui seraient associés aux immatériels. Par exemple, le brevet propose un profil très complet puisqu'il procure des droits, il oblige aussi le respect de droits. Le porteur du brevet porte les risques liés à ce brevet. On peut aussi s'approprier la rentabilité liée à ce brevet. Pour maintenir ce brevet en vie, il va falloir prendre la responsabilité de la maintenance du brevet, donc du renouvellement des droits chaque année. Et puis, ce brevet induit un respect des relations. Ça peut être une relation d'exclusion. On peut exclure quelqu'un de l'usage du brevet ou inclure en contractant des licences. Les marques, c'est un petit peu la même chose. Donc, je vais juste vous montrer qu'il y avait des profils qui pouvaient être apparentés. Si j'examine un autre immatériel qui est la recherche et le développement, eh bien, je vais trouver à peu près le même profil, mais je n'ai pas de droit associé. La recherche et le développement, tant qu'elle n'est pas elle-même matérialisée sous forme de brevet, ne me procure pas de droits directement associés et défendables. Si j'examine les listes de clients, j'ai un profil un petit peu différent puisque je n'ai pas véritablement de risque qui serait généré par cette liste client. En revanche, j'ai une obligation de respect des droits, comme la RGPD. J'ai des bénéfices qui peuvent être tirés de l'examen des comportements de consommateurs, par exemple. Et puis, pour finir, j'avais aussi examiné la réputation, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qui semble avoir un profil s'apparentant à celui de la R&D. On trouve donc des profils d'immatériel ici que l'on peut différencier en fonction de ces 5 fonctions issues des réalités. Et je n'ai pas cité encore les réalités qui les font émerger ou s'actualiser. Au-delà de cette proposition, en travaillant sur les immatériels, on s'aperçoit aussi, d'où l'importance de la relation écologique, que ces immatériels sont souvent identifiés comme étant très indépendants, très dépendants, les uns des autres. Or, il y a peut-être un travail à réaliser encore sur leur dépendance chronologique. En réalité, la réputation peut être, par exemple, ici, liée à l'innovation, à la recherche, à la R&D ou au nombre de brevets publiés par une entreprise. Mais tout cela vient dans un ordre chronologique qui, pour l'instant, n'est pas examiné. Et cet ordre chronologique, qui est suggéré finalement par le cycle social, est intéressant puisque nous avons ici une répétition des cycles sociaux pour arriver à différentes catégories d'immatériel. Voilà les propositions que je pouvais formuler ce matin. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui 2 grandes théories se rencontrer. La théorie des systèmes de Niklas Luhmann et la théorie de l'oignon de Richard Mateschitz. On voit que ces théories ouvrent une perspective sur une analyse fondée sur différentes formes de réalité, et que ces différentes formes de réalité peuvent nous aider à qualifier les immatériels.
Un autre apport de Mateschitz, celui de la théorie du cycle social de l'immatériel, permet de déconstruire encore un petit peu plus loin, c'est d'examiner ces réalités et d'identifier également les mécanismes qui vont participer à ce cycle social, ou les mécanismes qui pourraient participer au cycle social pour rendre immatériel un objet qui ne l'est pas encore. Les différentes formes de réalité, c'est ce qu'on vient de voir sur la fin, sont aussi des lieux bien de génération de profit. Ça, on le savait depuis longtemps en comptabilité, mais aussi des lieux procurant des droits, des lieux exposant à des risques, des lieux imposant des prises de responsabilité et des lieux exigeant le respect des relations écologiques ou des relations avec les autres ou avec les sous-systèmes. Alors, tout cela peut nous permettre de produire un cadre d'analyse des immatériels. Et pourquoi aurait-on besoin d'un cadre d'analyse des immatériels? Eh bien, avant tout pour qualifier un immatériel. Qu'est-ce qu'un immatériel? Quels sont les objets qui sont immatériels ou potentiellement des immatériels? Pour reconnaître la multiplicité des ontologies de ces objets immatériels. Si on lit bien la littérature comptable aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'il n'existe qu'une forme universelle d'immatériel. J'ai plutôt tendance à contester et à chercher des outils pour eh bien, révéler ici cette multiplicité des objets immatériels. Un cadre d'analyse des immatériels, pourquoi? Eh bien aussi pour qualifier les risques, les obligations, précisément liées à ces différentes formes de réalité et qui seraient associées aux immatériels. Un cadre d'analyse, pourquoi aussi? Pour exprimer les obligations, les dettes sociales, les dettes environnementales, les mécanismes politiques qui seraient liés au lieu d'actualisation en particulier, afin de véritablement rendre un objet immatériel. Et ensuite, pour émettre évidemment des propositions de reporting, donc de comptabilisation, pour suggérer des indicateurs adaptés à ces différentes formes de réalité, d'émergence et d'actualisation des immatériels. Et enfin, d'un point de vue plutôt de l'évaluation, parce que se pose toujours la question de la mesure des immatériels en comptabilité, pour contourner un petit peu les débats qui ont tendance à éluder la question de l'immatériel sous prétexte que les méthodes d'évaluation sont insuffisantes. Ma position est que les méthodes d'évaluation ne sont pas plus insuffisantes pour les immatériels que pour les matériels. Elles portent en elles leurs limites, mais cela s'applique à tous les objets évalués. Le principal problème en matière d'immatériel, c'est la représentation, la perception qu'on en a. Si on sait représenter un immatériel, on va pouvoir le mesurer, l'évaluer. Je vous remercie pour votre attention.